Bonsoir à tous et merci d'être là malgré un temps estival. Donc, je voulais remercier bien sûr Gérard Nicolas de m'accueillir à nouveau dans cette salle et de m'offrir l'opportunité de vous conter ces magnifiques histoires de Jacques Salomé que j'aime beaucoup. Alors, comme introduction, je vais vous lire ce que j'avais passé sur sur mon compte Facebook pour présenter la soirée. Jacques Salomé donc, est un psychosociologue qui a passé sa vie à travailler pour améliorer la communication entre tous les individus, la communication intime. Et son rêve, en fait, ça serait qu'un jour, on puisse enseigner à l'école la communication au même titre que les mathématiques ou la grammaire. Voilà. Donc, j'espère qu'un jour, effectivement, ça se fera. Voilà. Alors, Jacques Salomé, c'est non seulement, il a travaillé beaucoup dans le domaine de la thérapie, de la relation, et c'est aussi un écrivain qui a écrit de nombreux ouvrages et qui a écrit aussi, enfin déjà dans son enfance, quand il a eu la tuberculose assez jeune, il est parti en sanatorium et il a commencé déjà à écrire comme ça le nourrissait. Et donc il a gardé cette passion pour l'écriture, il a gardé aussi ce côté cette qualité de magicien des mots. Donc, et ce soir, donc, à travers les histoires que je vais vous raconter, en fait, Jacques Salomé, si vous voulez, transmet au travers de ces histoires des messages insolites qui vont réveiller en nous, en fait, tout ce qu'il y a au plus profond de nous, tout l'intime, tout ce qu'on peut avoir parfois de blessures, parfois de ressentis qui nous ont ou affectés ou transportés. Voilà, donc il va parler de tout ça. Pour lui, en fait, les contes ont ce pouvoir de toucher en nous simultanément plusieurs registres, de réactiver notre inconscient, de stimuler la mémoire de nos oublis, de susciter un autre regard, une autre écoute, d'être porteur d'énergie créatrice. Pour lui, ils permettent de nommer l'indisciple, de dénouer les contradictions, de réparer les blessures de notre histoire présente et passée. Ils nous aident à grandir, à croître et à nous harmoniser. Et pour lui aussi, il a dit une phrase que je trouve très jolie. Il dit « Celui qui s'émerveille a des étoiles dans les yeux, de vraies étoiles, qui ne sont pas le reflet de celles du ciel, mais la manifestation de celles qu'il porte dans son cœur. » Donc voilà, ce soir, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous ces magnifiques histoires et j'espère qu'elles auront le pouvoir de vous transporter comme elles l'ont fait pour moi. Alors, on va commencer avec... Alors, je vais prendre comme support, au cas où, voilà, parce qu'avec l'âge, la mémoire parfois peut flancher. Donc, on va démarrer avec le conte d'un homme qui était amoureux de la planète Vénus. Donc, cet homme était amoureux. Est-ce que tout le monde entend ? Alors, j'ai oublié de dire que nous étions en direct. Voilà, on passe sur YouTube. Donc, je fais un petit coucou à ceux qui n'ont pas pu se déplacer et venir. Donc, chers amis, voilà, je vous dédie aussi cette soirée et j'espère qu'elle vous enchantera aussi. Bonsoir. Alors, cet homme était amoureux de la planète Vénus et chaque soir, de ciel étoilé, il s'allongeait devant sa maison pour déclarer sa flamme à la planète inaccessible. Du moins, le croyait-il.
Un soir où il rêvait ainsi, le cœur plein d'amour et le corps plein d'émoi, il entendit une voix très douce murmurer à son oreille. Je suis très touchée par ta ferveur et impatiente de te serrer dans mes bras. Viens me rejoindre. Viens. Il se leva d'un bond, car il avait bien reconnu la voix de l'aimé, même s'il ne l'avait jamais entendue. La planète Vénus avait enfin perçu son amour et répondait à sa flamme. « Mais je ne suis qu'un homme, répondit-il. Comment puis-je ainsi accéder jusqu'à toi ?» La planète se fit plus proche encore et lui dit « Regarde, le rayon de lune qui scintille juste à tes pieds. Approche-toi, monte dessus, et lorsque tu seras parvenu jusqu'à la lune, tu trouveras un autre rayon que j'ai déposé exprès pour toi et qui te conduira jusqu'à moi. » L'homme monta sur le rayon de la lune et effectivement, très facilement, arriva sur cette planète. Là, comme promis, il découvrit le rayon de Vénus. Il commença à grimper, quand à mi-chemin naquit en lui cette pensée. Mais ce n'est pas possible. Je rêve. C'est pas possible qu'un homme puisse ainsi marcher sur le rayon d'une planète. Et avec tout le doute qui naquit en lui à cet instant, il trébucha, tomba et alla s'écraser des milliers de kilomètres plus bas sur Mars. Avant de mourir toutefois, il eut le temps d'entendre la voix de sa bien-aimée. Elle lui dit « Il ne suffisait pas de m'aimer et de me faire confiance. Encore fallait-il croire en toi et te faire confiance à toi-même. » Et ainsi se termine l'histoire d'un homme qui ne savait pas que le possible est tout juste un petit peu après l'impossible. Voici maintenant l'histoire du magicien des peurs. Il était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tout le monde appelait le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir avant d'en dire plus, c'est que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables, peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité. Quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance ou l'amour, peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire se heurtent à l'incompréhensible de la réalité. Ce qui est certain, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi faire taire les peurs qu'il ou elle portait dans son cœur, dans son corps, ou qui simplement
accompagnaient sa vie. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Car il y avait chez ceux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à raconter ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est sûr, c'est que le voyage du retour était toujours beaucoup plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple, que personne ne le crut. Il est venu vers moi, dit-il, m'a pris les 2 mains dans les siennes et m'a dit, derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir derrière chaque peur. Aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle, il y a toujours un désir. Sache-le. Il avait sa bouche tout contre mon oreille et il sentait bon le pain des fils, confirma l'enfant. Il m'a dit aussi, nous passons notre vie à ignorer nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon seul travail et mon unique secret, c'est de permettre à chacun d'oser entendre, d'oser respecter la peur qu'il y a, le désir qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant tout cela, voyait bien que personne ne le croyait. Et il se mit à nouveau à douter de ses désirs. Ce n'est que bien des années plus tard qu'il retrouva la possibilité de les entendre, de les respecter. Mais ceci est une autre histoire. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Oui, il voulait lui faire vivre un échec. Il fit le voyage, vint auprès du magicien des peurs avec une peur qu'il énonça ainsi. « J'ai peur de mes désirs. » Le magicien des peurs lui demanda, « Pourrais-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi ?» L'homme lui répondit, « J'ai le désir de ne jamais mourir. » En effet, dit le magicien des peurs, c'est un désir impressionnant que tu as là. Et après un instant de réflexion, il lui demanda, et quelle est la peur qui se cache derrière ce désir? Car il faut savoir que derrière chaque désir se cache une peur, et parfois même plusieurs peurs. L'homme dit d'un seul trait, « J'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. » Et quel est le désir de cette peur? Je voudrais vivre ma vie de la façon la plus vivante, la plus vibrante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Voilà donc ton désir le plus redoutable, dit le magicien des peurs. Écoute-moi bien. C'est un désir précieux, un très beau désir. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus vivante, la plus vibrante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. C'est un très beau désir.
si tu prends bien soin de ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, si tu le respectes, tu ne craindras plus de mourir. Allez, va. Tu peux rentrer chez toi. Alors vous, qui m'écoutez, vous allez sans doute me dire, mais alors, tout le monde peut devenir le magicien de ses peurs? Bien sûr, c'est possible. Si chacun s'emploie à respecter le désir qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs, chacun peut oser découvrir, dire, proposer ses désirs. À la seule condition, toutefois, c'est d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Il faut comprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Mais alors, ça veut dire que tous les désirs ne peuvent se réaliser, même si on le désire? Non. Tous les désirs ne peuvent se réaliser. Seulement certains. Et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, ou lequel sera agrandi jusqu'au rire des étoiles. C'est cela le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservi, et en même temps immensément respectueuse des désirs des humains. Car il y a des désirs qui ont besoin de rester à l'état de désir pour s'accomplir pleinement. Des rumeurs disent que le magicien des peurs pourrait très bien passer un jour dans notre pays. Alors voici maintenant le conte de la petite fille à qui on avait laissé croire que l'amour viendrait un jour la chercher. Il était une fois une petite fille qui depuis longtemps, très longtemps, portait dans son cœur le rêve d'un grand et bel amour. Elle rêvait à un garçon, puis plus tard à un homme, un inconnu à venir, à qui elle donnerait son cœur, son corps, son être tout entier. Les années passèrent et le bel amour n'arrivait pas. Elle le cherchait partout en vain, dans le moindre regard, dans chaque sourire, chaque rencontre. Pendant des années, elle fut persuadée que l'amour viendrait vers elle, qu'il la reconnaîtrait entre toutes et lui dirait « Oui, c'est toi que je cherchais. Je suis venue pour toi seule. » Et la petite fille devenue grande, pour ressembler à ses amies, aux autres femmes, renia son beau rêve et s'en alla dans les bras d'un passant qui passait. Elle ne savait pas encore qu'elle s'était trahie, car elle ne connut dans cette rencontre ni l'amour, ni le plaisir, ni même la possibilité de rêver sa vie.
Puis, la relation cassa. Elle prit la fuite pour sauver un peu de sa vie. Longtemps, son corps garda la trace de cette histoire au début banale, puis médiocre et enfin sordide. Elle restait depuis fermée au plaisir, effrayée par le possible d'un partage. Un jour, bien longtemps plus tard, elle découvrit, tout au fond d'elle, cet amour qu'elle avait tant recherché à l'extérieur. Oui. Elle découvrit en elle cet amour unique qui, telle une force extraordinaire, la poussa vers un homme qu'elle n'avait ni attendu, ni espéré. Il fut là, sans même qu'elle le sût. Il fut là tout entier. Il fut là et elle s'éveilla. Ou plutôt, ce fut l'amour qu'elle portait en elle qui s'éveilla. Telle une source, il irrigua chacun de ses gestes, ensoleilla chacune de ses paroles, fit germer des possibles qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle, qui pendant des années avait espéré, attendu, un amour unique venant vers elle de l'extérieur, découvrait ébahie qu'il avait sommeillé jusqu'à ce jour en elle, qu'elle le portait au plus profond d'elle-même, inouï, surprenant d'imprévisible, de vivacité. L'homme à qui elle donna cet amour fut si surpris dans un premier temps qu'il douta de ce sentiment si fort et si nouveau. Il en eut même un peu peur au début. Elle doit se tromper, me prendre pour un autre, pensait-il. Je ne le mérite pas. Mais c'était bien lui qu'elle avait choisi, lui seul. La suite de l'histoire, je ne peux vous la dire. Car il arrive que des amours humaines se trouvent si agrandies, si amplifiées par ceux qui les reçoivent, qu'elles en deviennent des légendes. Et je ne voudrais entraîner personne dans un rêve qui ne saurait trouver sa place dans la réalité. À moins que, écoutant, tout au fond de vous, alors, voici maintenant le conte de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour se dire. Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait d'exprimer ou de dire ce qui se passait à l'intérieur d'elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots semblaient courir plus vite que sa pensée. Ils se bousculaient dans sa bouche, mais n'arrivaient pas à se mettre ensemble pour faire une phrase. Dans ces moments-là, elle devenait agressive, violente, presque méchante. Et des phrases toutes faites lui sortaient de la bouche, des phrases coupantes, cinglantes. Elles lui servaient uniquement à couper la relation qui aurait pu commencer.
De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Ça ne sert à rien de dire. C'est des bêtises de croire qu'il faut tout dire. D'autres fois, elle préférait s'emmurer dans le silence avec ce sentiment douloureux que, de toute façon, personne ne pouvait comprendre ce qu'elle ressentait, qu'elle n'y arriverait jamais, que les mots ne sont que des mots. Mais tout au fond d'elle, elle était très malheureuse, vivant une véritable torture à chaque tentative de partage. Un jour, elle entendit un poète qui disait à la radio : « Il existe en chaque être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. » Et dès le lendemain, la petite fille décida de partir sur le chemin des mots qui était à l'intérieur d'elle. La première fois où elle s'aventura sur le chemin des mots, elle ne vit rien, seulement des cailloux, des ronces, des branchages, des orties et quelques fleurs piquantes. Les mots du chemin des mots semblaient se cacher, paraissaient la fuir. La seconde fois où elle chemina sur le chemin des mots, le premier mot qu'elle vit sur les pentes d'un talus fut le mot « oser ». Elle s'approcha de lui et ce mot osa lui parler. Il lui dit d'une voix exténuée : « Pourrais-tu me pousser un peu plus haut sur le talus ?» Elle le ramassa et lui dit : « Je crois que je vais te prendre avec moi et t'emmener très loin dans ma vie. » Une autre fois, sur le chemin des mots, elle vit que les mots étaient comme des signes et que tous avaient une forme et un sens particuliers. Le second mot qu'elle trouva sur le chemin des mots fut le mot « vie ». Elle l'approcha tout contre son oreille. Au début, elle n'entendit rien. Mais en retenant sa respiration, elle perçut comme un petit chuchotement. « Je suis en toi. Je suis en toi. » Puis plus bas encore, « Prends soin de moi. » Mais là, elle ne fut pas certaine d'avoir bien entendu. Un peu plus loin, sur le chemin des mots, elle trouva un petit mot tout seul, tout recroquevillé sur lui-même, tout frileux, comme s'il avait froid. Il avait l'air vraiment malheureux d'être là à ce mot-là. Elle le ramassa, le réchauffa un peu, l'approcha de son cœur et entendit un grand silence. Elle le caressa et lui dit : « Comment tu t'appelles, toi ? » Et le petit mot qu'elle avait ramassé lui dit d'une voix toute nouée : « Moi, je suis le mot seul. Je suis vraiment tout seul. Personne ne s'intéresse à moi, ni ne s'occupe de moi. » Elle caressa le petit mot, le serra contre elle et poursuivit sa route. Près d'un fossé, sur le chemin des mots, elle vit un mot à genoux, les bras s'approcha de lui. Ce mot lui dit : « Je m'appelle toi. Je suis un mot très ancien, mais très difficile à me rencontrer, car il faut sans cesse me différencier d'avec les autres.
La petite fille lui dit « Je crois que je vais t'adopter, toi. Tu seras un bon compagnon pour moi. » Sur le chemin des mots, elle laissa d'autres mots à leur place. Elle chercha un mot tout joyeux, tout vivant, un mot qui puisse résonner dans la nuit de ses silences et de ses errances. Elle le trouva au fond d'une clairière. Il était là, allongé de tout son long, le regard perdu vers le bleu du ciel. Il paraissait de tout son long. Elle s'approcha de lui et lui dit « C'est vraiment toi que je cherchais. Je suis ravie de t'avoir trouvé. Veux-tu venir avec moi ?» Et le mot lui répondit « Bien sûr. Moi aussi, je t'attendais. » Ce mot qu'elle avait trouvé était le mot « vivra ». Quand elle rassembla tous les mots qu'elle avait trouvés sur le chemin des mots, elle découvrit avec stupéfaction qu'il pouvait faire la phrase suivante. « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Elle répéta plus lentement encore. « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Depuis ce jour, la petite fille prit l'habitude d'aller se promener sur le chemin des mots qui était à l'intérieur d'elle. Et elle fit des découvertes extraordinaires. Et tous ceux qui la connaissaient furent très surpris de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette petite fille. Ils furent étonnés d'entendre tout ce qu'il y avait de merveilleux dans une petite fille aussi silencieuse. Et ainsi se termine l'histoire de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour se dire. Voici maintenant le conte de l'homme très amoureux. Il était une fois un homme qui avait un perroquet merveilleux, ou plutôt une perroquette, qu'il aimait d'un amour si fou qu'il confondait sentiment et relation, ce qui est très fréquent chez les humains, mais peu courant chez les psittacidés. Il avait fait installer pour sa perroquette tant aimée une cage tout en or, avec tout le confort moderne. Salle de bain avec eau bouillonnante, cuisine super équipée avec four micro-ondes, lave-vaisselle, mixeur, broyeur, chambre avec télévision incorporée, moquette, lustre, mobilier façon Henri IV, style Ikea, etc. Tous les matins, cet homme demandait à sa bien-aimée ce qui lui ferait vraiment plaisir. « Tu sais combien je t'aime. Si quelque chose peut te faire plaisir, demande-le. Je veux te l'offrir. » Et tous les matins, la perroquette répondait « Ouvre la porte de ma cage et laisse-moi sortir. Voilà vraiment le seul cadeau qui me ferait vraiment plaisir. » « Oh ! Tu me déchires, répondait l'homme. Demande-moi tout ce que tu veux, je te l'offre, sauf la liberté. Car je t'aime si fort que je ne peux vivre sans toi. Je te veux pour moi tout seul. Demande-moi tout ce que je veux pour te faire plaisir. Un matin, fidèle à son habitude,
Il demanda à la perroquette qu'il aimait tant ce qui lui ferait vraiment plaisir. La perroquette lui dit « Pourrais-tu faire un voyage jusqu'aux îles du désir, transmettre un message à mon grand-père qui habite là-bas ?»« Oui, oui, tout ce que tu veux. »« Pourrais-tu demander aller jusqu'aux îles du désir et aller jusqu'à la plage de la fidélité où habite mon grand-père. » « Mais tu es sûr que c'est sur cette plage qu'habite ton grand-père ? » ?»« Oui, oui, tu verras. » Cette plage se trouve au fond d'une baie que tout le monde appelle là-bas baie de la responsabilité. Derrière cette plage, il y a une montagne qu'on appelle respect de soi. Sur cette plage, il y a des cocotiers d'une variété particulière qu'on appelle là-bas affirmation de soi. Et sur le sol, des coquillages d'une variété très rare que tout le monde appelle pouvoir se dire. Tu lèveras les yeux et tu verras, tout en haut du plus grand des cocotiers, mon grand-père. Tu ne peux pas te tromper. Il porte une moustache à la Brassens. Il a les yeux bleus et tendres de Jean Ferrat, un rire comme celui de Jacques Brel, et il porte un pull-over arc-en-ciel comme ceux de Julos Boucarne. Tu ne peux pas te tromper. Et que dois-je lui dire ? Demanda l'homme. Dis-lui simplement, je viens à la demande de ta petite fille. Dis-lui comment je vis. Dis-lui surtout tout ce que tu fais pour moi. La cage en or, la moquette, la chambre luxueuse. Dis-lui tout ce que tu fais pour moi avec tant d'amour. Tu crois qu'il me croira ? Il va peut-être penser que je me vante. Ce que je fais pour toi, je le fais uniquement par amour, tu le sais. Ne crains rien. Il te croira sur parole. Surtout quand tu lui auras dit mon nom secret. « Tu as un nom secret ?» s'écria l'homme soudain en colère. « Mais tu ne me l'as jamais dit. Tu m'as trahi. Comment as-tu pu me faire une chose pareille ?»« Je ne t'ai pas trahi, répondit la perroquette. Nous avons tous un nom secret que seuls nos parents connaissent. Et aujourd'hui, en te le dévoilant, je révèle une règle importante de ma vie de perroquette. Une règle vitale que tous un jour nous devons suivre. Et ce jour-là est arrivé. Et quel est ce nom secret ? Demanda l'homme un peu radouci. Je m'appelle Tais-toi quand tu parles. Tais-toi quand tu parles ? Demanda l'homme. Non, tu et toi quand tu parles, s'impatienta la perroquette. Allez, va. Va dire à mon grand-père tout ce que je t'ai dit. L'homme prit un billet d'avion en première classe. Arrivé aux îles du désir, il chercha la baie de la responsabilité. Il repéra la montagne respect de soi, débarqua sur la plage de la fidélité, vit bien les cocotiers d'une espèce particulière que tout le monde appelait affirmation de soi, et sur le sol, les coquillages d'une variété très rare, appelés pouvoir se dire. Il vit bien, tout en haut du plus grand des cocotiers, un beau vieillard de perroquet à la moustache de Brassens, aux yeux bleus de Jean Ferrat, portant un pull-over arc-en-ciel comme ceux de Julos Boucarne, et qui riait aux éclats avec un rire que seul Jacques Brel savait offrir. « Je viens à la demande de ta petite fille !» hurla l'homme. «
Tu connais ma petite fille, s'impatient, dit le grand-père soudain tout joyeux. Oui, oui, elle vit avec moi. J'ai tout fait pour son bonheur, dit-il, avec une quinte de toux qui secoua sa poitrine. Ah, dit le grand-père, je vois. Tu es tout fait pour son bonheur. Non, 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 j'ai tout fait pour son bonheur. Oui, j'ai bien entendu. Peux-tu m'en dire davantage? J'ai fait construire pour elle une cage en or. Une cage en or? Ce n'est pas possible. Si, si, dit l'homme tout fier de lui, avec tout le confort moderne. Elle ne manque de rien, ta petite fille, je peux te l'assurer. Oh! Fit le perroquet. Tu as fait tout ça? Tout ça pour ma petite fille? Oh! Et il ne put en dire davantage. Il tomba foudroyé sur la plage, parmi les coquillages. L'homme abasourdi se sentit soudain très coupable. Il se lamenta. Je n'aurais jamais dû lui dire tout le bon, tout ce que j'ai fait pour sa petite fille. L'émotion l'a certainement terrassée. Quel malheur! Mais que vais-je dire à ma perroquette tant aimée? On ne devrait jamais dire tous les sacrifices que l'on fait pour un être aimé. Il revint dans son pays. Arrivé devant la cage en or, appela doucement la perroquette. Celle-ci se leva d'un bond. « As-tu vu mon grand-père » ? « Oui, balbutia l'homme. Tu lui as dit comment je vivais ? Tout ce que tu faisais pour moi ? Oui, dit l'homme gêné. Mais je n'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû t'obéir. Je voulais te faire plaisir. Mais cela m'a fait plaisir. Qu'a-t-il répondu ? Il n'a pas eu le temps de répondre. Mais alors qu'a-t-il fait ? Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Si, il a dit « Ah !» Il a simplement fait « Ah !» Il n'a rien fait d'autre. Si, il a dit « Tu as vraiment fait tout ça pour ma petite fille ?» Puis il a fait « Ah !» Et il est tombé foudroyé sur le sol de la plage parmi les coquillages. « Oh !» s'écria la perroquette. « J'ai bien entendu ?» Et elle tomba elle aussi, foudroyée sur la moquette de la cage. « Mon Dieu !» s'écria l'homme, « mais qu'ai-je fait ? Je n'aurais jamais dû lui répéter tout ça. J'ai tué mon amour. » Il prit tendrement la perroquette dans ses bras, la porta en larmes dans son jardin d'été, lui qui n'avait jamais pleuré de sa vie. Il décida alors d'enterrer sa perroquette tant aimée tout près de sa maison pour la garder encore un peu près de lui pour toujours. Il la déposa sur le sol pour aller chercher sa bêche préférée. N'eut pas le temps de se relever que la perroquette, d'un seul coup d'aile, s'élança vers la plus haute branche d'un chêne. Puis de là, sauta sur celle d'un hêtre, car elle préférait l'hêtre au chêne. Puis elle dit à l'homme ébahi, « Merci de tout mon cœur de m'avoir transmis le message de mon grand-père. Merci à toi de me l'avoir apporté. »« Reviens, je t'en supplie, cria l'homme. Mais de quel message parles-tu ? Rentre dans ta cage. Mais quel message t'ai-je transmis ? Le message du chemin de ma liberté. Reviens, je t'en prie. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai agrandir ta cage, j'y installerai un ascenseur. Si tu veux, je t'offrirai une île et j'y planterai des cocotiers, mais je t'en prie, reviens, reviens, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. La perroquette
avant de s'envoler vers le bleu du ciel, lui dit « N'oublie jamais mon nom secret. Tais-toi quand tu parles. Puisque tu m'as aimé, je t'offre ce mot comme un cadeau, afin que tu puisses l'utiliser pour toi ou pour ceux que tu aimeras vraiment. » Puis elle disparut vers les saisons de sa vie qui, comme chacun sait, n'ont pas d'âge. Voici maintenant le conte de la petite fille qui avait un rêve de bonheur. Il était une fois une petite fille qui avait un rêve de bonheur. Il y a, comme cela, de par le monde, des petites filles très douées pour le bonheur. D'abord, elle était née un soir d'été, alors que dans le ciel éclataient les premiers feux d'artifice de la fête de la liberté. Par la suite, sa peau se gorgeait de soleil dès qu'apparaissaient les premiers rayons, et les couleurs pain billes et miel dont elle se revêtait la rendaient éclatante de joie. Oui, c'était une petite fille très attirée par le bonheur. Mais tout autour d'elle, on lui montrait comment il fallait souffrir, se sacrifier avant d'accéder au bonheur. On lui avait même laissé croire qu'il valait mieux inscrire dans son corps quelques marques ou quelques cicatrices indélébiles de sacrifices notoires avant d'accéder à ce bonheur. Comme elle n'avait de goût ni pour la souffrance, ni pour les sacrifices, et qu'elle préférait rire dans le soleil, s'amuser, se réchauffer auprès de ses amis, elle se trouva très vite en conflit et préféra renier son beau rêve, n'y plus penser, plutôt que de le voir se détériorer ainsi. Elle l'enferma en l'or au fond d'une malle. Très vite, le rêve perdit de son éclat, de sa vivacité, puis elle l'oublia. La petite fille, devenue grande, poursuivit ses études, se maria et eut beaucoup d'enfants. Tout ce qu'il faut pour que, comme dans les contes, on puisse accéder au bonheur. Mais nulle ombre de bonheur ne vint égayer sa vie. Elle vécut ainsi avec persévérance, dans les devoirs et les obligations. Peu à peu, son sourire lui-même se figea sur son visage, et il lui arriva même de rabrouer ceux ou celles qui se permettaient de rire un peu trop bruyamment. Chaque jour, elle s'employait consciencieusement à tenir le rôle qu'on lui avait enseigné. Pour cela, elle devait veiller à ce que chacun autour d'elle reçoive son content de bonheur. Cela s'était permis et même recommandé, mais pas plus. Quelquefois, cependant, elle sentait vibrer en elle des désirs argentés.
Elle sentait alors des tiraillements, des pincements au cœur. Mais elle ne connaissait pas d'autre façon de faire. Un jour, alors qu'elle était devenue vieille, que ses enfants étaient partis et qu'elle pensait avoir accompli la tâche de sa vie, son vieux rêve d'enfant lui toucha doucement le front. Elle retrouva la malle où elle avait enfoui son rêve de bonheur, la retourna en tous sens. Elle en sortit les vieilles souffrances accumulées, les rancœurs, les abnégations, les frustrations, quelques travaux mis de côté pour les jours où elle manquerait d'ouvrage. Elle en ressortit même les recommandations, les vieux enseignements de ses vieux maîtres en éducation qui lui avaient enseigné tout ce qu'elle devait retenir et modifier dans son attitude afin de parvenir à vivre des relations harmonieuses. Elle repoussa tout cela d'abord lentement, puis rejeta le tout. Cela lui coûtait de se séparer de ces vieilles choses, mais elle avait besoin d'aérer sa vie. Tout au fond du coffre, elle retrouva tout à plat, bien rangé, son rêve de bonheur. Il n'avait pas pris une ride. Peut-être même lui parut-il plus beau encore. Elle s'en saisit, le serra très fort contre son cœur et s'aperçut qu'elle ne l'avait jamais quitté, mais qu'il lui avait terriblement manqué. Elle décida alors de ne plus s'en séparer. Elle a aujourd'hui libéré ses éclats de rire. Elle sait, avec toujours le même émerveillement, recevoir les plaisirs qui sont bons pour elle. Elle sait aussi s'éloigner des contraintes qui lui rappellent les devoirs d'antan. Elle sait retrouver, avec ce même émerveillement, son rêve de bonheur, ses cadeaux à recevoir et à amplifier. Ceux qui la rencontrent l'aperçoivent chaleureuse, rayonnante, authentique. D'autres s'en éloignent sceptiques, mais d'autres encore se mettent à rêver à leur tour de bonheur. Aujourd'hui, elle ne propose plus de recettes. Elle invite simplement chacun à redécouvrir en lui-même ce très vieux rêve enfoui. Alors, le conte qui va suivre, c'est parce que Jacques Salomé a écrit beaucoup de contes, mais il a aussi l'art d'avoir mis dans ses ouvrages des contes qu'il a reçus, soit de personnes qui venaient à ses conférences ou de patients, et qu'il a trouvé tellement beaux qu'il a voulu les insérer dans ses ouvrages. Donc, alors celui-ci, c'est pas le conte, c'est inspiré d'un vieux conte hindou, et il s'agit donc du conte du maître et de l'élève. Donc, il était une fois en Inde, dans une région proche du Tibet, un maître et son élève. Après avoir débattu des questions d'usage, le maître commença son enseignement.
Il dit à son élève, tu dois être fort. Va chercher qui tu es. L'élève est parti. Et au bout d'un an, il revint voir son maître. Et pour lui montrer toute sa force, il prit un énorme rocher qu'il aurait été incapable de soulever l'année précédente, le souleva au-dessus de sa tête et le fracassa en 1000 morceaux sur le sol. Très bien, dit le maître. Tu es fort. Tu dois être aussi intelligent. Va chercher qui tu es. L'élève est parti. Et au bout de 3 ans, il est revenu en disant à son maître, « Je suis intelligent. » Le maître lui donna alors un texte volumineux et lui dit, « Tu reviens m'en parler dans 3 heures. » Ce temps écoulé, le maître et l'élève échangèrent d'égal à égal sur ce texte en question, jusqu'au petit matin. « Très bien, dit le maître. Tu es fort, tu es intelligent. Tu dois être sensible. Va chercher qui tu es. » L'élève est parti et son absence a duré 10 ans. À son retour, il montra à son maître toute sa sensibilité. Le maître lui dit, « C'est parfait, tu es fort, tu es intelligent, tu es sensible. Tu dois être aussi rigoureux. » Alors l'élève arrêta le maître et lui dit, « Je suis qui je suis. » « Parfait, dit le maître. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Va, ton chemin est bien le tien. » Alors celui-ci aussi n'est pas de Jacques Salomé. Il est de Monique Mello. C'est le conte d'une histoire vraie ou comment j'ai trouvé en moi ce que je cherchais au dehors. Un jour, le soleil en se levant me fit un petit signe de ses rayons. Je ne compris pas tout de suite. Mettez-vous à ma place. Il m'invitait à le suivre. Mais sur le pas de la porte des habitudes, je n'osais pas bouger. Soudain, après quelques instants d'hésitation, je fis 2 pas en avant et clac! La porte des habitudes se referma derrière moi. Prise de panique, je revins sur mes pas, mais rien à faire. Toutes mes tentatives furent vaines. La porte refusait obstinément de s'ouvrir. Je m'assis, la tête entre mes mains, et me mis à pleurer. Le soleil m'adressa un petit rayon câlin, brillant juste ce qu'il fallait pour ne pas m'effrayer. Il ne me restait plus qu'à le suivre. Je me mis en chemin lentement. Je demandais souvent au soleil de ne pas m'abandonner, de rester toujours près de moi. Mais il ne me répondit pas. Je n'étais pas très rassurée. Je regardais souvent la maison du passé, mais elle devenait de plus en plus floue, de plus en plus petite. Je n'avais pas eu le temps de faire mes bagages avant de partir, mais j'avais des réserves sur moi, quelques bonnes vieilles et énormes peurs, divers complexes, et surtout
beaucoup de manques, dont les deux principaux étaient le manque de tendresse et le manque de confiance en moi. Je pouvais compter sur eux tous, ils ne me laisseraient pas tomber. Au début, je me sentais un peu, cela me rassura parce que je me sentais un peu en pays de connaissance. Chemin faisant, cependant, une peur me lâcha. Oh, une toute petite. Je ne m'en aperçus pas tout de suite. Puis une seconde s'en alla. Une troisième, suivie de près. Mais si elle me laissait toute tomber, comment me reconnaîtrais-je? Je ne pouvais plus les rattraper, mais je me promis de veiller sur les autres. Si elle croyait que j'allais me laisser faire, elle se trompait lourdement. Mes complexes, eux, étaient toujours présents. Ils ne faisaient pas défaut. Quant à mes manques, ils ne risquaient pas d'être comblés trop tôt, j'étais vigilante. Cependant, mon inquiétude se transforma en angoisse le jour où je constatais que le manque de confiance en moi avait les traits tirés. Je tentais aussitôt de le réconforter en lui montrant en toute lucidité tous mes défauts, mais rien n'y fit. À peine un défaut se présentait qu'une qualité nouvelle, une qualité à qui je n'avais jamais adressé la parole, pointait le bout de son nez. Le défaut pâlissait, se recroquevillait sur lui-même, jusqu'à occuper qu'une toute petite place. Malgré tous mes efforts, plus le manque de confiance en moi s'étiolait, disparaissait, plus mes peurs filaient. Le manque de tendresse se manifesta lui aussi. Au début, timidement. Au début, il n'y avait que moi qui l'entendais. Mais il réussit à soudoyer ma bouche pour se faire entendre. Je fis alors des demandes extraordinaires, dont certaines furent comblées et entendues. Devant toute cette débâcle, je ne savais plus ni qui j'étais, ni qui j'aimais, ni où j'allais. Parfois même, je ne voyais même plus le soleil. Il me fallait alors le chercher. Et j'avais l'impression qu'il ne reparaîtrait jamais. Cependant, peu à peu, je m'aperçus que je pouvais continuer à avancer, même s'il n'était pas là. Il avait laissé en moi quelques-uns de ses rayons. Mais j'avais encore besoin de recharger mes batteries. J'avais encore besoin de m'assurer qu'il n'était pas trop loin. Il m'a fallu du temps. Je n'avais pas compris que je pouvais, moi aussi, rayonner à mon tour, devenir soleil. Il m'a fallu du temps. Il avait fallu que le soleil ait beaucoup de patience, beaucoup de douceur, pour que j'ose vivre par moi-même, pour que j'accepte aussi de le laisser éclairer d'autres personnes. Oh, cela ne veut pas dire que je n'ai plus envie de sa présence, mais simplement que je le suivais par besoin. Aujourd'hui, le soleil m'a appris qu'il n'était pas possible de vivre sans une autonomie personnelle. Dans ma vie actuelle, je sais qu'aimer, c'est être heureux que l'autre puisse être heureux sans moi. Merci. Alors voici un autre conte qui est inspiré d'un conte tibétain. Et c'est le conte de celui qui
accepte de se laisser définir par les autres et d'ignorer ses possibles. Au pays de mon enfance, il était une fois un jeune garçon qui découvrit un aigle extraordinaire dans le nid d'un aigle. Il s'en empara, redescendit au village et mit cet œuf fabuleux à couver dans le poulailler de la ferme de ses parents. Quelque temps plus tard, il en sortit un petit aigle qui grandit parmi les poulets, picorant son grain, le bec dans la poussière. Un jour qu'il picorait ainsi, il leva les yeux et vit un aigle planer au-dessus de sa tête. Il sentit ses ailes frémir et dit à un de ses amis poulets, « Oh, comme j'aimerais en faire autant !» « Ne sois pas stupide, répondit l'autre. Seuls les aigles peuvent voler à de si grandes hauteurs. » Honteux de son désir, le petit aigle repartit, picorer son grain, le bec dans la poussière. Plus jamais, il ne remit en cause la place qu'il croyait être venu tenir sur cette terre. Imaginons un instant que notre cher aiglon ait refusé de se laisser définir par les autres et se soit appuyé sur son envie. Eh bien, comme l'aigle, il serait devenu ce qu'il est. Certaines et d'autres. Il était une fois 22 petites étoiles qui s'étaient rendues à un congrès d'étoiles. Ce congrès avait pour thème « Comment comprendre une autre étoile en se comprenant mieux soi-même ?» Car il faut savoir que les étoiles vivent tellement éloignées les unes des autres qu'il leur est difficile de se rencontrer et encore plus de se comprendre. Ce congrès était animé par une étoile proche de la planète Terre qui avait beaucoup travaillé sur elle. Les petites étoiles étaient toutes très excitées à l'idée qu'en buvant quelques gorgées d'un filtre magique, pas plus de 3, elles sauraient à leur tour comment communiquer. Certaines venaient confiantes, d'autres méfiantes, et d'autres déjà tout acquises. En arrivant le premier matin sur les lieux du congrès, les petites étoiles se tenaient bien à distance les unes des autres, car on leur avait appris dans leur enfance que si une étoile touchait une autre étoile, une grande catastrophe risquait de se produire. Quel genre de catastrophe, elle ne le savait pas. Mais cela pouvait être aussi terrible que de perdre son identité, que de s'éteindre ou de disparaître dans le noir de l'espace. Alors, bien sagement, elles rentraient leurs genoux et se tenaient bien droites. Il y en avait bien quelques-unes, celles qui étaient déjà acquises, qui avaient l'air à l'aise, qui parlaient de rebirth, de partage de sentiments, de tripes nouées. Et tout cela restait incompréhensible pour la plupart des autres petites étoiles. Et puis, le gourou arriva.
Il offrit quelques sourires aux méfiantes, quelques regards aux confiantes, et quelques paroles relationnelles à celles qui étaient déjà conquises. Et le congrès commença. Mais quelle surprise! Pas de filtre magique, pas de recette. Les petites filles qui étaient toutes venues avec un récipient afin de récolter ce filtre magique se demandaient si elles ne s'étaient pas trompées de congrès. De plus, non seulement il n'y avait pas de filtre magique, mais ce n'était pas le gourou qui parlait le plus. C'étaient les petites étoiles. Certaines parlaient d'elles-mêmes. D'autres avaient besoin d'être sollicitées. D'autres encore avaient besoin d'être poussées plus loin, vers leur propre lumière. Mais finalement, toutes parlèrent. Et les petites filles, les petites étoiles furent très étonnées de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de chaque petite étoile, de découvrir que ces discours venus de constellations aussi éloignées ou aussi lointaines et menaçantes. On parlait de papa, maman, famille, enfants, peur, tristesse, angoisse, amour, désir, bonheur, joyeuseté, travail, inquiétude, ressenti, sentiment. Sans paraître même les avoir écoutés, le gourou amplifia, relia, prolongea la parole de chacun. Il apparut que toutes ces histoires venues de constellations différentes, aussi lointaines, avaient des points communs. Les petites étoiles étaient sidérées. Elles ne s'étaient jamais rencontrées et toutes leurs histoires avaient des points communs. Mais lesquels? Le gourou semblait accablé. Cela faisait des années qu'il répandait les rires de la connaissance à travers toute la galaxie. Il lui semblait que sa tâche ne finirait jamais. Même les petites étoiles qui avaient bu et parfois même lu ses paroles ne comprenaient pas que ce qu'il y avait de commun dans l'univers de chaque petite étoile s'appelait la relation. Fallait-il se désespérer? Les petites étoiles, elles ne se désespéraient pas, car elles avaient découvert qu'une étoile peut regarder une autre étoile sans devenir aveugle, toucher une autre étoile sans devenir manchotte, se dévoiler à une autre étoile sans risquer d'être menacée, et découvrir bien d'autres choses encore qui appartiennent à l'intimité de chaque petite étoile. Ainsi avançait le congrès. Le temps allait venir où il allait falloir quitter cet endroit si bien nommé le remous, car des remous, il y en avait eu. Certains remous s'étaient même transformés en trous noirs, d'autres en tempêtes de météorites, d'autres encore en voie lactée infinie et calme. Les petites étoiles étaient bien tristes, car il leur fallait retrouver leur constellation d'origine et retrouver d'autres étoiles qui, elles, n'avaient pas vécu tout cela. Alors, pour se donner du courage, elles se promirent de garder le contact,
de s'envoyer des clins d'œil de lumière, des rires de lumière à travers la galaxie. Et surtout, de se respecter. De toutes ces découvertes, chacune dans sa vie fit un usage différent. Certaines les gardèrent secrètes, au plus profond de leurs entrailles. D'autres préférèrent les oublier. D'autres encore émirent quelques messages dans les terres intersidérales. Mais la plupart les partagèrent pour donner plus de vivance à leur vie. Toutes avaient découvert qu'il est possible de communiquer au-delà de la nuit, au-delà des murs du silence, bien au-delà de l'opacité des peurs. J'allais oublier de vous dire le plus curieux. À la fin de la rencontre, elles découvrirent que le gourou n'en était pas un et qu'il était simplement un animateur de rencontre. Et elles apprirent qu'animer, cela veut dire maintenir la vie vivante. Merci. On arrive au dernier. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de page. Si jamais j'ai un souci. Il était une fois, une seule fois, une île unique où les différents ressentis et sentiments qui irriguent ou animent habituellement chaque être humain vivaient en bonne entente. Ainsi, on pouvait voir le bonheur côtoyer avec bienveillance la tristesse, le savoir s'accorder parfaitement avec la joyeuseté, l'amour échanger souvent avec l'inquiétude, le temps, prendre le temps de s'alanguir et même de rire avec la colère toujours joyeuse. On pouvait même voir l'amour se moquer gentiment de la jalousie qui, pour une fois, riait aux éclats. Un jour, on annonça aux différents ressentis et sentiments que l'île allait couler et disparaître à jamais dans les remous d'un énorme tsunami, comme il en est arrivé parfois sur cette planète-là. Chaque ressenti, chaque sentiment prépara alors un moyen de quitter l'île. Certains construisirent des bateaux, d'autres des radeaux, d'autres encore des montgolfières. Seul l'amour ne fit rien. Il voulait rester, quoi qu'il puisse arriver. L'amour est un sentiment généreux, confiant, plein d'enthousiasme et parfois un peu naïf. Il avait décidé de rester jusqu'au bout, espérant peut-être l'impossible, attendant l'inespéré, désirant peut-être un miracle à lui seul, destiné.
Et puis, le tsunami tant attendu et annoncé par des signes qui ne furent pas entendus survint. Il souleva une immense vague dévastatrice qui ravagea toute l'île. Quand elle fut sur le point de sombrer, l'amour, qui n'avait pris aucune disposition, se décida, un peu dépité et tout de même inquiet, à appeler à l'aide. La richesse passait justement à côté, sur un magnifique bateau. L'amour lui cria « Richesse, peux-tu m'emmener avec toi ?» « Non, répondit-elle avec assurance, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau, et je n'ai aucune place pour toi, disponible ni pour personne d'autre d'ailleurs. » L'amour s'adressa alors à Sa Majesté l'Orgueil, qui voguait dans les parages sur un magnifique voilier aux voiles étincelantes. « Orgueil, laisse-moi venir avec toi, je t'en prie. »« Je ne peux t'emmener, amour. Regarde comme tu es. Misérable, dépenaillé, malfagoté, tout mouillé. Pauvre de toi. Je ne peux pas t'emmener sur mon embarcation. Tu pourrais endommager mon bateau et nuire à mon image. » La tristesse passait un peu plus loin, dans une montgolfière, naviguant à l'aveugle vers sa propre solitude. L'amour l'implora. « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. » « Oh, amour, je suis tellement triste, justement parce que je ne sais pas aimer. J'ai besoin de rester seule. » Le bonheur, heureux et joyeux comme à son habitude, passa aussi à côté de l'amour. Mais il était tellement absorbé et tout entier à son plaisir d'être qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Car le bonheur, il faut savoir, est souvent un peu sourd à ceux qui le désirent à tout prix. Soudain, alors que l'amour se désespérait d'être sauvé, une voix toute proche murmura « Viens, amour, je te prends avec moi. » C'était une vieille femme qui flottait dans un tonneau et paraissait très à l'aise. Elle s'approcha de lui et lui fit une place tout près d'elle. L'amour, entièrement absorbé par son remue-ménage intérieur, en oublia de parler, d'échanger et même de demander à la vieille dame son nom. Quand ils arrivèrent sur la terre ferme d'un nouveau continent, la vieille femme laissa descendre l'amour tout seul, puis s'en alla dans son tonneau sans ajouter un mot. L'amour réalisa un peu tard qu'il avait oublié de remercier celle qu'il avait sauvegardée. Il s'adressa alors au savoir qui était là, allongé, le regard tourné vers le bleu du ciel. « Pourrais-tu me dire qui m'a sauvée ?»« Bien sûr. »« C'est la nostalgie, » répondit le savoir. « Quelqu'un que je connais très bien. » La nostalgie? C'est vraiment la nostalgie? Mais pourquoi m'a-t-elle aidée? Le savoir
qui en plus de ses connaissances semblait détenir aussi beaucoup de sagesse, répondit: c'est parce que la nostalgie est la seule capable de nous permettre de nous souvenir de tout le bon que nous avons en nous, même lorsque ce bon a disparu. La nostalgie nous permet de comprendre combien l'amour, même s'il ne le sait pas lui-même, doit se vivre au présent. Et combien il est important de ne pas l'abîmer, de ne pas le blesser quand il se dépose en nous, ou quand il vient vers nous, offert par celui ou celle qui nous aime. La nostalgie, tu devrais le savoir, est comme ton ombre. Une ombre qui te précède ou qui te suit. C'est la trace, le contour et le plein qui demeurent en chacun de nous quand l'amour nous quitte. Merci beaucoup. Merci à vous.